c'est bien agréable ce petit air de biniou pour le petit déjeuner. Mais ça n'est pas du biniou, Jacques Bessières, c'est de la cabrette. Vous voyez qu'on ne connaît pas si bien que ça. Non, c'est difficile, hein. Ces bons vieux instruments de musique de nos provinces qui vont nous donner ce matin une petite aubade en prélude à la semaine de Noël. C'est charmant, mais nous allons essayer de les mieux connaître grâce à Raymond Duclos, Jacques Linsky, Jean Camille, Michel Lepron, qui sont au bout des tentacules de notre multiplex. Et les écouteurs aux oreilles dans leurs diverses provinces avec leurs tambourinaires, leurs vielleux, leurs cornemuseux, leur cabretaïr, leur chistoulari. Et grâce à René Plébert aussi et à ses sonneurs qui perpétuent sans doute la plus ancienne des musiques régionales. Est-ce qu'on sait par exemple à quand remonte le biniou en Bretagne, René Plébert? Ça, je ne sais pas moi-même. Je vais poser la question à notre ami Pierre Guillou, qui est de Carré, et qui a le privilège d'être le seul artisan constructeur de biniou cause de Bretagne. Or, biniou cause, vous savez, ça veut dire cause, ça veut dire vieux. Ça remonte très très loin, ma foi. C'est assez difficile à fixer. C'est le plus vieux instrument qui existe en Bretagne. L'empereur romain Néron jouait déjà de la cornemuse et c'était un grand amateur de cet instrument. C'est un bonheur d'avoir un constructeur précisément pour nous expliquer un peu ce que c'est que le biniou, parce que lorsque on voit défiler des joueurs de biniou au cours de fêtes folkloriques par exemple, ça paraît un instrument assez hétéroclite avec toutes sortes de choses qui sortent d'une outre. D'abord, en quoi est-elle cette outre? Les anciens la fabriquaient en peau de chien. Mais actuellement, la peau de chien, c'est extrêmement rare à trouver. Et puis, moi, je la fais en général en basane, en peau de veau, quoi. Par la suite, on met un mélange d'huile de pied de bœuf et de vernis gras pour colmater la couture. Il faut la graisser de temps en temps pour l'entretenir. Mais il y a toutes sortes de tuyaux aussi qui sortent de cette... Ah oui, c'est-à-dire il y a un bourdon qui sert de régler l'accord entre les deux instruments. C'est un tuyau d'orgue. Et il y a le sutel, l'endroit où on souffle. Et le lévriade, alors, où se trouve la gamme entière. Et la bombarde, René Plébert? À la bombarde, eh bien, nous allons demander Yann Goise, alors oui. C'est l'ancêtre du hautbois. Et il est accompagné par le biniou, car il ne faut pas oublier que le biniou, dans le couple traditionnel de sonneurs, n'est pas l'instrument principal. Le biniou se contente de trouver des accompagnements, des improvisations et également d'inspirer la bombarde. Eh bien, Jacques Bessières, je crois que nous avons de multiples renseignements sur les instruments de Oui, musique breton. j'ai des difficultés, je m'excuse, je suis en train d'enfiler mes sabots parce que je voudrais marquer la cadence tout à l'heure. Je ne sais pas Mais si je voudrais on aussi démarre je voudrais savoir si c'est difficile de souffler, s'il faut souffler très fort dans cet instrument. Pour souffler dans la bombarde, ce n'est pas tellement le souffle qui importe, c'est la qualité des muscles des lèvres. Oui, et le coup de langue. Mais pour souffler dans le biniou, voilà qui m'intrigue. Pour le biniou, il faut du souffle, il faut un poitrail, n'est-ce pas? Et il faut souffler régulièrement, profondément. Par intervalle seulement, parce qu'on voit les joueurs de biniou souffler et puis laisser leur tuyau et continuer à jouer des deux autres tuyaux. Mais c'est évident, parce que à quoi leur servirait la réserve contenue dans la poche à ce moment-là? C'est cette réserve qu'ils expriment en pressant le bras contre le sac. Exactement. Nous allons voir si les joueurs de cabrette ont la même technique que Raymond Duclos. En tout cas, je crois qu'ils ont écouté avec intérêt les explications de nos amis bretons. Oui, en effet, mais il y a une technique un peu différente pour la cabrette, car la cabrette qui s'apparente à la cornemuse, le sac est gonflé par un soufflet que le joueur a sous le bras et dont il se sert pour produire l'air. Je ne sais pas si c'est vraiment aussi facile que ça. Monsieur Lucien Lherdier, qui est à côté de moi et qui est un spécialiste, va nous dire ce qu'il en pense. Effectivement, c'est au début du siècle dernier qu'a été introduite cette adaptation du soufflet qui permet de chanter en même temps que l'on joue, pour ceux qui en sont capables, naturellement. Est-ce aussi de la peau de chien? Il est très impressionné, Jacques Bessières. Non, voyez-vous, la cabrette du radical capra indique que c'est chèvre. une peau de chèvre, naturellement, qui a été à l'origine. Maintenant, beaucoup emploient la basane. Je dirais même qu'il y en a qui se laissent aller parfois à visiter la maison Michelin. Et ça n'est pas très traditionnel. Mais est-ce que, Raymond Duclos, cette cabrette comporte le même nombre de tuyaux que le biniou? On la connaît un peu moins, voyez-vous, la cabrette. Vous avez le hautbois principal qui joue la mélodie. Et ensuite, comme dans tous les instruments anciens, il y a un fond sonore qui est constitué par le bourdon ou la chanterelle. Je l'ai mis tout à l'heure, il fallait du poitrail pour jouer du biniou. Je me demande s'il faut des cornes pour jouer de la cabrette. Il faut des muscles du bras, sûrement, pour souffler, pour appuyer sur le soufflet. Oui, bien sûr.
Mais je crois qu'il faut des muscles aussi, par exemple, pour tenir le tambourin. Alors là, nous traversons, Oh, c'est très léger. nous traversons la France en direction du sud-est. Et Jacques Linsky, je crois que vous avez un tambourin à l'épaule. Oui, on le porte à l'épaule, ma foi, c'est un instrument très léger. On dit toucher un tambourin, vous voyez, on ne frappe pas. N'est-ce pas, monsieur? On le caresse. On le caresse, oui, presque. On touche du tambourin parce que le tambourin, on le porte au bras. Il est pendu au bras gauche. C'est le bras qui tient le galoubet aussi. Et le tambourin, justement, doit produire un fond sonore. C'est encore comme pour le biniou, comme pour la cabrette, qui est causée par une chanterelle. Cette basse continue qui accompagne le galoubet, le son aigre du galoubet. On prétend que c'est la cigale qui a inspiré les constructeurs. Ah, ça imite le bruit de la cigale, évidemment, et cette vibration. C'est la chanterelle qu'on entend. C'est la chanterelle, oui. C'est-à-dire les deux petites cordes qui sont sur la peau d'âne. C'est une petite corde qui est sur une peau de veau borné. Ah, animal différent, oui. Jacques Vassier. hein. Encore un animal. Une peau qui est très fine. Et le tambourin porte à sa partie inférieure une peau de chèvre qui est plus forte et qui renvoie le son, la vibration de la peau supérieure. Et indépendamment de ça, vous construisez aussi, monsieur Fabre, des galoubets. Je construis aussi le galoubet qui est la petite flûte, une flûte à trois trous avec lesquels on arrive à faire toutes les notes, faire même on fait un octave et demi avec le galoubet, et on arrive à faire aussi les dièses et les bémols en moyenne de demi-tour. J'ai parlé de Podane, voyez-vous, tout à l'heure. Peut-être allons-nous le trouver avec le tambour de basse qui est Jean Camille, non? Pour de basque d'ailleurs que nous appelons ici, nous, le tune-tune. Mais alors j'ai le plaisir d'être entouré de Chistulari d'Oraibat, Jean Esprias et Jean-Joseph Paria. Alors le tune-tune, là, votre fameux tambour, en quoi est-il? C'est de la podane. J'ai tombé juste cette fois. Ah ben vous voyez. Alors dites-moi, vous jouez non seulement du tune-tune, mais également du chistu. Est-ce que c'est difficile de jouer les deux instruments à la fois? Oui, il y a une coordination, bien entendu, de l'air lui-même et puis du rythme qui doit être marqué sur le tambour. Bon, alors ce tambour, il est grand comment à peu près? Il fait 50 cm de... Oh, même pas. 30 Oui, cm de haut, assez petit, et puis oui, 20 assez de large, petit. à peu près 20-25 de large, oui. Alors le chistu, maintenant, la forme, c'est quoi, Jean Espriat, Eh bien, ce chistu? En somme, une petite flûte, comme le galoubet provençal d'ailleurs, il n'a que 3 trous. Je vais demander à Michel Lepron maintenant à quel animal on a fait appel pour la vielle. Pour la vielle, Roger, l'ami, il n'y a pas eu d'animal, je ne le pense pas, mais pour la cornemuse, alors là, je crois qu'il est question de bouc et de chèvre. Mais pour en savoir davantage, Claude Oliveau, qui lui est le maître vielleux de Châteauroux, je me trouve dans son atelier d'ailleurs ce matin, eh bien, lui va pouvoir nous parler des bois employés pour fabriquer une vielle. La vielle est essentiellement construite avec des bois précieux. Par exemple, la caisse, qui comprend 9 côtes ou éclisses, est faite bien sûr en grande partie avec de l'érable, de Hongrie par exemple. Et puis, entre chaque éclisse, donc claire en érable, nous en avons une plus foncée qui tranche, qui était autrefois en noyer teinté et qui est maintenant soit en acajou, en bois de rose, en bois de violette ou en palissandre. C'est un instrument qui possède avant tout une mécanique, bien que ce soit peut-être contraire à la musique, dans ce sens que sur la vielle, nous avons supprimé, il y a déjà très longtemps, l'usage de l'archet par une roue faisant fonction d'archet, qui est en bois dur, qui est très ronde, qui est tournée, et qui est enduite de colophane, comme sur le violon ou sur un instrument du quatuor actuel. La vielle... Qu'est-ce que c'est? Il y a des touches. Là. Eh bien, écoutez, la vielle possède une caisse, donc une roue archée et un clavier. Ce clavier a pour but de supprimer les doigts sur la touche du violon, par exemple. La vielle comporte 10 cordes, 2 sont appelées chanterelles et passent dans un clavier et sont mises directement en mouvement par des sautereaux. On comprend, Roger Lamy, l'effet extraordinaire que peut faire une viole d'amour au pied d'un balcon, vous ne trouvez pas, avec ses cordes sympathiques. C'est merveilleux, en effet. Et Michel Lepron, Oui. est-ce que la cornemuse, elle, est aussi sympathique par rapport au biniou breton? Je veux dire, est-ce qu'elle lui ressemble beaucoup? Je ne pense pas. Et ce n'est pas tout à fait le même instrument. Et M. Foulatier, qui lui est maître cornemuseux, va pouvoir nous dire en quoi consiste son instrument. Ce qui diffère, c'est d'une part la tonalité et l'étendue du hautbois. Et dans le mariage de la cornemuse et de la vielle, la cornemuse, elle, fait le chant. C'est
critères qui guident, qui emmènent. Et bien voilà, nous avons une description précise de tous ces vieux instruments de musique qui nous montent pour les fêtes de Noël du fond de nos provinces. Mais ce que j'aimerais bien savoir, Jacques Dassière, c'est si dans tel ou tel village, de telle ou telle région, et il y a encore, hormis les groupes folkloriques, des musiciens qui sont pour faire des veillées, pour assister à des cérémonies, à des mariages par exemple. En Bretagne, certainement, les Plémères. Oui, en Bretagne, certainement, puisque nos deux compères, on les appelle des compères, des compères, très souvent dans des festoses. Et l'air qui vont interpréter tout à l'heure, l'air des rôtis, eh bien, le joue très simplement lorsque les serveuses apportent le rôti. Ah oui, je crois que pour chaque plat dans une réunion en Bretagne, on peut annoncer le menu aux invités. Lorsqu'ils entendent l'air de musique, cela correspond à ce que va apporter le marmiton. C'est une rôti presque uniquement maintenant pour le rôti. Et dans le sud-est, Jacques Lasky, est-ce qu'il y a des musiciens qui restent au village? Jean-Camille, dans le Pays Basque? Bien sûr, à l'occasion des fêtes religieuses, des mariages, l'encensir également, si vous voulez, à peu près pour toutes les inaugurations, pour les coupures de ruban. Ce sont là des fanfares populaires. Non, vraiment pas. Non, dans chaque village, il y a quand même un ou deux joueurs capables de présenter la chose. Vous savez qu'en Berry, on aime beaucoup de la messe, notamment du mariage. On danse la bourrée, je crois, non? On joue par exemple la sortie, les défilés. La sortie de la messe d'Uriel, qui fait une tradition, la sortie d'une messe. Et le chisto, si vous voulez, on peut vous interpréter le petit air que l'on réserve aux hôtes de marque. C'est le salut, si vous voulez. Le salut, l'accueil de bienvenue, n'est-ce pas? Un tout petit air de bienvenue. Mais ce qui serait bien, voyez-vous, ce qui serait bien, ce serait de vous mettre tous ensemble pour donner une sorte de, disons, une sorte de session à l'approche des fêtes de Noël. Mais je crois qu'il y a des instruments qui ne vont pas aller bien ensemble. Alors, on va tout d'abord faire un petit essai de session, disons, provinciale, entre la vielle, la cabrette et la cornemuse. Et le chisto. Vous comptez, M. Oliveau? Évidemment, vous l'entendez, c'est à la bonne franquette et en toute improvisation. Imaginez que ces musiciens qui jouent courageusement pour vous en ce moment ont les écouteurs aux oreilles et que des centaines de kilomètres les séparent. C'est le divin enfant à l'aveuglette. Eh bien, je vous remercie, messieurs, d'avoir donné pour France Inter en première mondiale une session des vieux instruments de musique. C'est merveilleux, Jacques. C'est sensationnel, on dirait c'est l'unité du folklore français, c'est sensationnel. Je crois qu'il n'y a que le Biniou qui est resté séparatiste, René Plémère. Est-ce que le Biniou, lui, peut nous donner aussi son petit air de Noël? Bien sûr, ce sera un cantique du pays vantais.